Merci beaucoup, professeur Bernali. Donc, merci à professeur Ossua de me permettre de présenter donc, cette conférence sur le complément et son exploration. Donc, je vais un peu revenir sur quelques rappels. Donc, le complément, c'est un système d'une vingtaine de protéines qui vont réagir en cascade les unes avec les autres. Elles sont caractérisées comme étant zymogènes, c'est-à-dire qu'elles sont activées par clivage protéolytique. Et donc, leur rôle principal dans l'immunité, c'est donc l'activation de la réponse inflammatoire par le biais d'anaphylactoxine, faciliter la phagocytose des bactéries virulentes non phagocytables directement, c'est le phénomène d'opsonisation, et détruire la cellule cible par le biais de complexe d'attaque membranaire. Donc je rappelle qu'il y a trois voies d'activation pour le complément. Donc on a la voie classique, qui est une activation par le complexe IMA, un agent infectieux ou encore la protéine CRP, et qui passe par la formation du complexe C1, composé de C1Q, C1R et C1S. Il y a la voie d'électine, ou MBP, donc l'activation se fait par des résidus mannose à la surface des pathogènes, avec la conformation du complexe MBP, qui est conformation similaire à celle au complexe C1, donc composée des MBP, MASP1 et MASP2. Et enfin, il y a la voie alterne, qui elle est activée par interaction du C3b avec l'agent pathogène, et qui est aussi mise en place dans l'amplification de la voie classique, et qui fait intervenir le complexe B et le facteur D. Donc ici, Donc ici, on revoit donc la vue globale du complément. Donc vous avez, comme je dis, donc la voie classique, donc avec le complexe C1 qui va activer donc C2 et C4. C2 et C4 vont se lier pour former la C3 convertase, qui va cliver le C3, lequel va, en se liant à la C3 convertase, former la C5 convertase, qui va cliver le C5, et donc de clivage en clivage, vous allez former avec un complexe d'attaque membranaire. Donc la voie d'électine, c'est la même chose, donc simplement l'activation se fait par le complexe MBP. Par contre, par la voie interne, c'est une hydrolyse spontanée de C3, qui en absence d'une répression va former une C3 convertase alterne, donc avec le facteur B, et cette C3 convertase peut également cliver le C3 et former la C5 convertase alterne. Donc pour ce qui est des pathologies associées au déficit en complément, donc là, professeur Bussien les a bien présentées. Il y a d'une part les maladies auto-immunes, donc qui sont des déficits généralement protéines précoces de la voie classique, donc dans le lupus, collectivite ou encore le syndrome de McDuffie, donc quand on a la présence d'anti-C1Q. Et ça peut être un déficit inné ou acquis, c'est-à-dire transitoire, dans le cas de consommation lors de la poussée lupique. On peut avoir aussi un contexte d'infection bactérienne, donc des déficits complets en protéines du complément. Ce sont des infections en germes encapsulées, ou un méningocoque et gonocoque, donc des méningites, septicémie, pneumonie ou infection RL. On a également des pathologies rénales, donc, qui sont liées à des déficits en protéines régulatrices de la voie alterne, tels que le syndrome hémolytique urémique atypique et la glomérulopathie à dépôt de C3 ou encore les glomérulonéphrites extramembraneuses. Enfin, il y a des entités à part, comme l'angioédème bradykinique, qui est un déficit du C1 inhibiteur, se présentant par des œdèmes récidivants cutanés ou muqueux, ou l'hémoglobinurie paroxysis nocturne, qui a un déficit en CD55. Donc présente une anémie hémolytique, une thrombose ou une hypoplasie médulaire. Donc pour ce qui est de l'exploration du complément, donc il y a quatre voies quatre systèmes qu'on pourrait explorer. Donc il y a d'abord la mesure de la fonction ou de l'activité du complément. Il y a le dosage pondéral des différentes unités des protéines du complément. Il y a la détection des anticorps contre ces protéines, ou encore les dosages des fragments d'activation. Donc sur un plan biologique, pour les tests fonctionnels, CL50 et AP50, donc la technique de référence en gold standard reste la liste des globules rouges, donc des globules rouges de mouton sensibilisés pour le CH50 ou bien des globules rouges de lapin ou de poulet pour l'AP50. Ces globules rouges en contact avec le sérum du patient, le complément va permettre l'opsonation de ces globules rouges, leur lyse qui va donner une intensité de couleur. Donc ça a été adapté pour les laboratoires sur des plaques, par exemple des immunodiffusions radiales. Toutefois, le problème
pour les laboratoires de ville, c'est la stabilité de ces réactifs. Donc, pour le CL50, on a développé une technique qui est plus stable, donc qui permet de l'adapter à des laboratoires de diagnostic. Donc, c'est la technique liposomale. Là, vous avez un liposome qui présente donc à la surface des antigènes que vous mettez en contact avec des anticorps contre les aptènes. Et en présence du sérum du patient, s'il y a complément, il va être activé par ces complexes IMA. Donc vous allez avoir le complexe d'attaque membranaire qui va liser ce liposome, ce qui fait ce qui va libérer du glucose 6-phosphate. Ce glucose 6-phosphate peut être par la suite complexé avec une enzyme pour donner une réaction colorée. Donc c'est une technique qui est adaptée aussi bien pour des techniques ELISA que pour des techniques tubées dimétriques. Pour ce qui est du dosage pondéral des fractions du complément, donc historiquement on faisait cela par immunodiffusion radiale. Donc ce sont des jets d'agarose qui contiennent des anticorps. Vous avez formation du précipité anticorps-antigène qui va former un anneau. L'inconvénient pour cette technique, c'est simplement il y a un délai généralement de 3 à 5 jours pour la complétion de l'anneau. Donc pour les fractions un peu plus qu'on demande en routine, donc principalement C3, C4, il y a des techniques qui ont été adaptées pour la néphénométrie ou la tubédémétrie. Donc là encore, la réaction antigène-anticorps se fait là par contre en milieu liquide, et on mesure la diffraction de la lumière par des complexes. Sinon, ces fractions de complément peuvent bien sûr également être dosées par technique ELISA. Pour ce qui est de la désinhibition des anticorps, donc il y a des tests ELISA qui sont disponibles pour les anticorps anti-C1Q, anti-C1 inhibiteurs ou encore les antifacteurs H. Pour ce qui est du C3 néphritique, ou le facteur néphritique, il y a un test hémolytique basé sur les IgG purifiés du patient ou encore une méthode électrophorétique. Par contre, c'est inadapté pour des laboratoires de routine, dans les diagnostics de routine. Donc c'est plutôt réservé à des laboratoires spécialisés. Enfin, pour le dosage des fragments d'activation, il va refléter en fait ces dosages vont refléter la stimulation des voies d'activation. L'inconvénient est la demi-vie très courte de ces fragments. Mais par contre, donc le dosage de C3A ou encore du C3D plutôt peut différencier entre la consommation du C3 et le déficit. Même chose pour le CKD est élevé en cas de maladie inflammatoire chronique. Et enfin, les facteurs le produit de ce facteur B peut être augmenté dans les CHU atypiques et dans les glomérulopathies AC3. Donc quand on veut explorer le complément, il faut toujours, il y a des précautions préanalytiques qui sont très importantes à tenir en compte. Donc l'activation du complément se fait in vitro, et principalement sur les tubes secs. Et le complément donc, est très thermolabile, donc il faut acheminer rapidement le prélèvement au laboratoire et respecter les conditions de conservation en cadre de température et délai. Non seulement pour le fonctionnel, mais aussi pour les fractions du complément. Aussi dans le cadre de patients qui peuvent faire l'objet de plasmaphérèse, il faut tester le complément avant la plasmaphérèse. Donc pour ce qui est de la stratégie d'exploration du complément, on va bien sûr faire en première ligne, c'est le C3, C4 et CH50. Si on est dans un contexte infectieux, on va ajouter la P50 éventuellement. Et si on soupçonne un GEDème héréditaire, on va ajouter le C1 inhibiteur antigénique et fonctionnel. Donc les différentes explorations vont être adaptées au contexte. Donc dans le contexte d'infection bactérienne, donc on fera le CL50, C3, C4 et AP50. Si l'ensemble, donc si les 4 sont normaux, il n'y a pas de problème. Si l'ensemble est diminué, je ne vois pas ici. Ah non, je ne vois pas ici. Donc si seul le CH50 et l'AP50 sont diminués, donc ce sont des déficits en fraction de la voie terminale. Donc on va explorer par la suite C5, C6, C7, C8 et C9. Si seul la P50 est diminué, ce sont des déficits de la voie alterne, donc en properdine au facteur D ou facteur B. Si l'ensemble est diminué, on va suspecter un déficit en C3 ou avec un C4 normal, on va suspecter un déficit en C3 ou un déficit en facteur H ou en facteur I. Et si seul le CH50 est diminué,
on peut suspecter donc un déficit en protéines précoce de la voie classique, C2, C1, ou bien le complexe C1, voire C4 si le C4 est également diminué. Dans le cadre d'un contexte auto-immun, donc on va se baser uniquement sur le CA50, C3, C4. Si les trois fractions sont diminuées, donc on va suspecter plutôt une consommation par la voie classique, donc soit une poussée du pic, soit d'autres causes moins fréquentes. Donc si l'ensemble est normal, donc on s'arrête dans les investigations. Si le CH50 est diminué mais le C3 et C4 normal, on va penser également à un déficit en protéines précoces de la voie classique, soit le C2, C1R, C1S ou C1Q. C4 si le C4 également est diminué. Et si le CH50 est diminué normal et C4 diminué, donc on va penser à une modeste consommation par la voie classique ou encore un déficit partiel en C4, voire une cryoglobulinémie. Dans le cadre des pathologies rénales, donc dans le cadre d'une glomérulonéphrite post-strétocoxique, CH50 et C3 sont diminués et on va rechercher un C3F, un facteur néphritique transitoire. Dans le cadre de glomérulonéphrite à dépôt de C3, donc on va explorer CH50, C3, C4, le facteur néphritique et les facteurs donc de la voie alterne. Le C3 étant normal dans 50% des cas. Pour ce qui est des CHU atypiques, donc on va également donc, explorer CH50, C3, C4, les facteurs H, IB, CD46 et l'anticorps antifacteur H, sachant que C3 est normal dans 70% des cas. Pour ce qui est du CHU atypique, il faut donc différencier le syndrome des syndromes hémorragiques typiques, c'est-à-dire qui sont d'autres étiologiques tels que le E. coli ou détection de toxines de Shiga ou encore le purpura thrombophénique thrombocytique, qui a un déficit en Adams T13. Enfin, pour l'angioedème bradykinique, donc on va explorer CH50, C3, C4 et les C inhibiteurs antigéniques et fonctionnels. Donc si l'ensemble est normal, donc on n'a aucun argument en faveur d'un déficit en C inhibiteur, et on va plutôt chercher vers un angioedème de type 3. Si ces inhibiteurs antigènes et fonctionnels sont diminués, donc on parle d'un déficit quantitatif en C inhibiteur. Si seul le fonctionnel est diminué, on parle d'un déficit qualitatif en C inhibiteur. Dans les deux cas, on va chercher on va doser le C1Q. Donc s'il est normal, ce serait un déficit héréditaire, et s'il est diminué, c'est plutôt un déficit acquis. Et donc on va rechercher des anticorps anti-C1 INH. Enfin, pour l'hémoglobine paroxystienne nocturne, c'est une simple recherche du clonage PEN par cytométrie en flux. Donc on va gâter sur le CD45, c'est ça. Donc c'est CD59, CD14. Donc on va gâter sur les monocytes et chercher donc, les clones HPN. Enfin, bon, c'est bien d'avoir ces stratégies, mais pourquoi explorer le complément? Alors, je vous donne ici l'exemple de la Slovénie, qui ont publié récemment donc, un papier dans lequel ils montrent que le déficit en complément représente 26% de leurs patients enregistrés, de leurs patients DIP, contre 0,5 à 6% dans les autres pays. Toutefois, dans ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'il faut une exploration systématique du complément lors de la première infection par la Neisseria, lors d'infections récurrentes avec des bactéries encapsulées après le périnatal et dans le cadre de maladies auto-immunes, notamment les conjonctivites et les glomérulonéphrite. Et on pourrait, ils ont confirmé donc l'intérêt des tests fonctionnels par la génétique, donc dans 23 cas sur 24 d'angioedème, ils ont confirmé par la génétique. Et dans les 20 cas qu'ils ont explorés pour les autres déficits, ils ont confirmé par la génétique également. Donc cela prouve tout simplement que qui cherche trouve. Prochain thème du prochain congrès, n'est-ce pas? Oui. Donc merci pour votre attention.